Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Préface de Jean-François Kervégan. Auteur de travaux rigoureux sur Carl Schmitt, Recht ohne Regel, 1988, sur la pensée de Guillaume d'Occam, Begriff, Setz, Dinge. Référence und Wahrheit bei Wilhelm von Occam, 1994, ainsi que d'une introduction à la philosophie du droit, Rechtsphilosophie, 1996. Matthias Kaufmann occupe la chaire d'éthique à l'université Martin Luther de Halle-Wittenberg. Ses travaux portent à la fois sur la philosophie du langage, sur l'éthique et sur la philosophie juridique et politique. C'est ce dernier domaine qu'il aborde de manière originale dans le livre Anarchie éclairée, dont le public francophone peut désormais prendre connaissance. Ce livre poursuit un double objectif. Comme l'indique son sous-titre, il est d'abord une introduction à la philosophie politique. À ce titre, il présente un parcours très instruit et extrêmement instructif des grandes doctrines du pouvoir, de la souveraineté et de ses limites. Le lecteur pourra donc y trouver des informations précises sur la pensée politique des classiques, Aristote, Hobbes, Kant, Locke, Mill, Rousseau, et sur quelques-unes des grandes problématiques contemporaines développées dans le champ de la philosophie juridique et de philosophie politique, Hart, Nozick, Rawls, Schmitt, Taylor, Nussbaum, Pogge. Il pourra aussi y découvrir ou redécouvrir l'importance d'un auteur qui reste largement méconnu. Max Stirner, le Saint Max dont Marx se gauze dans la Sainte Famille, l'auteur de L'unique et sa propriété, un livre dont Kaufmann rappelle que la censure ne prit même pas la peine de l'interdire tant son propos semblait délirant. Mais le livre, et c'est ce qui fait son principal intérêt, défend aussi une thèse qu'indique déjà son titre principal, Anarchie éclairée. Cette thèse est en substance la suivante. Dans les conditions présentes, il est conceptuellement possible et moralement exigible de dissoudre l'équivalence traditionnellement acceptée entre communauté et pouvoir. Une équation rigoureusement justifiée par Hobbes. Il est même possible de concevoir une communauté où la contrainte ne serait plus que résiduelle. C'est ce que Kaufmann dénomme de façon doucement provocatrice, en faisant référence à Nietzsche, une communauté de surhommes libres et égaux. Un livre anarchiste donc ? Oui. À condition de ne pas comprendre l'anarchie comme un programme politique plus ou moins utopique, mais comme une méthode, permettant une critique systématique des présupposés inaperçus de l'état de choses existant. L'importance accordée par l'auteur au droit, et en particulier à la liberté négative et à la propriété privée, voire la critique des arguments en faveur de la socialisation des biens et la description qui est faite d'une société de propriétaires responsables, pourrait conduire à définir son orientation comme une forme d'anarchisme libéral. Toutefois, la position que défend l'auteur ne se confond pas avec celle de libertariens comme Nozick, dont il critique la méconnaissance de la part qu'a la Convention dans les substructures de la société humaine. Son but n'est pas de proposer une nouvelle forme du rêve d'une société sans contrainte, mais de montrer qu'aucune forme de contrainte ne peut être acceptée comme allant de soi. Au demeurant, contrairement aux anarchistes de gauche traditionnels comme de droite, Matthias Kaufmann ne jette pas un regard unilatéralement critique sur l'action de l'État. Il considère même que son intervention protectrice est d'autant plus justifiée que des contraintes fortes, d'ordre économique, religieux ou culturel, continuent de s'exercer de manière souvent insidieuse sur les choix libres des individus. L'anarchiste éclairé n'est pas un égomaniaque. Il considère simplement que pour mériter son nom, une société doit plutôt se fonder sur la coopération que sur la puissance exercée sur autrui. Une vérité salutaire, qui est ici exposée avec autant de conviction que de science. Préface à l'édition française. La publication de mon livre en français, langue dans laquelle tant d'œuvres de la tradition anarchiste ont été rédigées et dans laquelle existe aujourd'hui une discussion vivante sur des sujets fondamentaux de la philosophie politique tels que la liberté, la communauté, la république, etc. Voir par exemple Spitz 2005, m'emplit de joie et de fierté. J'aimerais saisir cette opportunité pour réagir à certaines incompréhensions et à certaines questions qui ont surgi, depuis la première publication de ce livre, dans diverses recensions, discussions et correspondances, espérant ainsi préciser et clarifier mes arguments. Parmi ces questions, 3 apparaissent centrales. Il s'agit de voir tout d'abord pourquoi il est légitime de recourir au concept tellement chatoyant des ' anarchie. En second lieu, il convient de savoir s'il s'agit d'un anarchisme authentique, dont la position alignée sur le libéralisme égalitaire ne s'écarte pas d'emblée de l'État,
mais seulement de son aspect de contrainte autant qu'on puisse vouloir le réduire. Troisièmement, on se demandera si, en présence de contraintes qui augmentent en raison des structures du pouvoir économique international, une telle conception correspond encore aux exigences de l'époque. En bref, je répondrai, premièrement, que cette conception de l'anarchisme permet d'offrir une utopie qui est encore attrayante aujourd'hui. Deuxièmement, que contrairement à d'autres conceptions anarchistes, elle désigne clairement son potentiel de contrainte persistant, et qu'elle ne le dissimule pas derrière des formulations vagues et fumeuses. Troisièmement, que précisément, le lien avec cette interdépendance internationale requiert des formes flexibles des organisations politiques, dans lesquelles, pour un temps prévisible, les États nationaux conserveront une fonction essentielle, mais qu'il faudra en même temps compléter avec d'autres formes politiques de prise de décision. Le stalinisme et ses successeurs nous ont volé les utopies. Il fait partie des évidences de la dernière décennie que le socialisme réel, la tentative de transposition dans la réalité, d'un idéal communiste de société au moyen de la dictature du prolétariat et d'un ordre économique calqué sur le monopole de l'État ont capoté. Cependant, après ces résultats peu réjouissants, lors de l'introduction de l'économie de marché sur le territoire de l'ancienne Union soviétique et avec les différentes conséquences de la globalisation dans toutes les parties du monde, la méfiance croît également envers les prophètes de la pure autorégulation par les forces du libre-échange, du bien-être universel, sous la houlette d'un capitalisme débridé. La crise financière et économique mondiale qui a débuté en 2008 est, en un certain sens, seulement le fanal, le symptôme visible d'un profond malaise. Dans cette situation, l'anarchisme, comme exigence d'optimisation d'une société libre et juste, n'acquiert pas par hasard un nouveau pouvoir d'attraction, dans la mesure où il permet d'offrir une utopie possible, un but de développement politique qui ne soit pas encore désavoué. C'est en fonction de cette dimension de l'utopie que je recours au terme des anarchie, lequel est ambigu et a été incriminé par l'histoire comme par l'usage courant de la langue. Contre cette référence, on objecte que l'anarchie possède toujours une mauvaise réputation dans de larges cercles. Cette mauvaise réputation repose bien entendu sur l'hypothèse implicite, qui serait erronée, que l'autorité en soi serait un bien. Le recours à un élément utopique me semble requis, dans la mesure où y renoncer conduit toujours les privilégiés à l'idée qu'avec le statu quo, le but du développement politique serait déjà atteint, et qu'ainsi la tentative d'amélioration serait au point mort. L'anarchisme est souvent considéré comme la recherche d'une synthèse entre le socialisme et le libéralisme. Berti, 1998, page 28, ayant pour objectif de mettre en commun et comme égaux en droit les principes de la liberté et de l'égalité. Afin de déployer son efficacité politique, l'anarchisme doit assurément éviter l'erreur qui n'est pas rare dans son histoire, de perdre en raison de la radicalité naïvement ressentie des exigences, le contact avec la discussion politique effective. On mentionnera, comme exemple éloquent à cet égard, le cas où le censeur à Leipzig, en 1846, n'a pas interdit la publication du livre de Max Stirner, L'unique et sa propriété, pour la raison qu'un ouvrage tellement insensé ne représentait aucun danger. La particularité de l'anarchie éclairée, par rapport à la plupart des projets alternatifs, consiste en cela qu'elle prend son point de départ dans le libéralisme égalitaire. Cela se fonde sur le fait que si la contrainte apparaît prima facie comme quelque chose de mauvais, d'un autre côté, comme le montre le premier chapitre de ce livre, on ne peut pas espérer pour tout de suite une cohabitation des hommes entièrement libres de toute contrainte. De ce fait, la contrainte devrait être exercée au moins mutuellement et avec tous les mécanismes possibles de protection des individus. Cette protection est cependant davantage possible dans le domaine public que dans nombre d'autres espaces où les hommes sont soumis depuis toujours à des oppressions sexuelles, familiales, religieuses et économiques. L'hypothèse selon laquelle l'État, au moyen de son appareil répressif, soutenait de telles oppressions de la vie, s'est révélée tellement fausse ces dernières années que l'on peut utiliser l'État démocratique, libéral et social contre les oppressions privées. L'État conserve ainsi sa légitimité en présentant la condition de possibilité de son abolition, mais également de l'abolition des formes traditionnelles ou des formes nouvellement établies de l'oppression. En même temps, une mouvance anarchiste requiert aujourd'hui, en outre, la protection de l'État libéral.
Au lieu de confronter la voie révolutionnaire, qui consiste à partir des droits de l'homme pour arriver à la délimitation de la gouvernementalité, avec la voie radicale selon laquelle la limite de compétence du gouvernement sera définie par les frontières de l'utilité d'une intervention gouvernementale, Foucault 2004 page 4.1 SQUARE, cette approche procède apparemment d'une conception du libéralisme plus orientée vers la protection des droits de l'individu que vers l'utilité économique. Ce libéralisme est davantage celui d'un Rawls, peut-être d'un Mill, que d'un Hayek. Cependant, on assiste aussi dans ce livre à l'essai d'une connexion de l'hétérogène, bien que j'ignore s'il s'agit d'une logique s'opposant à la logique dialectique, Ibidem page 44. Le programme de l'anarchie éclairée implique la confrontation et la connexion, à la fois continue et insoluble, entre des éléments collectivistes et individualistes dans la société, tout particulièrement dans la société moderne. Ainsi le modèle de la cohabitation sans contrainte et pacifique offre en même temps une idée régulatrice pour le développement au long cours des sociétés libérales. Ce qui ne signifie pas que le but des anarchistes soit précisément de remplacer la contrainte externe pesant sur l'individu par une contrainte interne, de sorte que les hommes se comportent d'eux-mêmes d'une manière noble, altruiste et bonne. La méfiance totalement légitime qui s'élève contre les contraintes internes moralisatrices oblige pour sa part à soumettre à la critique les prétentions normatives eu égard à l'individu, mais pas nécessairement à les éliminer. Ni l'absolutisation ni l'abolition de toutes les prétentions individuelles ne semblent en effet désirables. Les considérations morales requièrent toujours l'examen, autrement dit la provocation anarchiste. Sinon elles finiraient trop facilement en autosatisfaction, ce qui n'est pas seulement répréhensible, mais peut être dangereux quand celle-ci mène à des croisades contre ce qui est immoral. L'impétus anarchiste qui s'est propagé s'attaque à cette autosatisfaction, et à l'idée confortable d'être consciemment en possession de la vérité. Les éléments décisifs dans le domaine social de l'utopie anarchiste seraient donc, de s'efforcer, d'une part, à remplacer autant que possible, les contraintes violentes par la compréhension et l'éducation, d'autre part à soumettre également de manière continue les prémices normatives qui sont au fondement de l'éducation, à l'irritation et au contrôle. Green 1999 page 122 SQUARE. Une autre différence de cette version de l'anarchisme par rapport à la plupart des variantes du libéralisme est l'effort constant et dynamique de lier, grâce au collectif, l'idéal aristotélicien de la communauté d'hommes libres et égaux, à laquelle tous appartiennent selon des principes égalitaires, à la protection efficace de l'individu contre toute tutelle inutile. Formulé autrement, l'anarchisme cherche dans cette affaire à résoudre dans un processus continu le conflit des exigences individuelles et collectives qui d'un côté respectent les règles du jeu de la constitution étatique libérale, socialement responsable et démocratique, et qui de l'autre côté conservent indissolublement une matière porteuse de conflits et de critiques potentielles. Grâce à ces composantes dynamiques, l'utopie possible advient de l'anarchie éclairée. Selon cette conception, l'anarchisme partage, il est vrai avec le libéralisme, le but de restreindre autant que possible l'intervention de l'État dans la sphère personnelle. Mais il peut cependant être déjà prêt à réduire les structures de pouvoir menaçantes et illégitimes dans le champ non étatique, en utilisant l'instrument de la légalité. À cette réduction appartient tout particulièrement la tentative faite pour intégrer les structures économiques dans la discussion politique et dans la découverte de solutions politiques et pour décider largement, selon le domaine de compétence, si cela relève plutôt de l'indépendance individuelle ou de la préoccupation collective, c'est-à-dire comment on peut au mieux atteindre l'un ou l'autre but dans des conditions données. Selon cette conception, l'intérêt de la collectivité peut être de garantir la propriété des moyens de production. D'autre part, la proposition de démocratiser les structures économiques multinationales qui représentent une menace pour des prises de décision politiques démocratiques, de les métamorphoser en organisations démocratiques avec un droit d'intervention massif pour les employés, pourrait peut-être à présent faire partie de cette discussion. Que tout ne puisse pas être réglé ici seulement par l'État-nation, ne représente pas un problème pour l'idée anarchiste, pour cette raison déjà qu'elle en fait abstraction en le relativisant dans sa signification pour le devenir politique de l'humanité. Une réponse à la troisième des questions posées ci-dessus s'impose ainsi clairement.
contre les multiples formes des mécanismes de pression qui apparaissent dans une économie mondiale globalisée, il s'agit en même temps de rechercher et de défendre à différents niveaux l'autonomie de l'individu, de s'approcher de l'idéal de la démocratie délibérative. Y appartiennent non seulement les États-nations et les organisations étatiques internationales, mais également d'autres acteurs politiques comme les ONG, qui peuvent exercer une certaine pression dans le domaine public, mais qui doivent être eux-mêmes contrôlés lorsqu'ils exercent le pouvoir. L'idée serait d'inclure dans la gouvernementalité, au sens de Foucault, un réseau d'organisations et de structures hétérogènes qui relèveraient originellement, au moins en partie, plutôt du domaine de la résistance, contre la gouvernementalité. Le cœur de cette variante de l'anarchisme est formulé cependant par le programme qui vise à libérer autant que possible les individus des contraintes externes et internes, de sorte que leurs décisions puissent être considérées autant que faire se peut comme autonomes. Un autre élément, que l'anarchie éclairée partage davantage avec le libéralisme qu'avec les autres positions anarchistes, est le renoncement à toute motivation irrationnelle et aux vérités supérieures, de la formation de la volonté et de l'identité politique. La recherche de l'homogénéité religieuse des peuples serait toujours liée à la persécution, au massacre et à la terreur. Les convictions religieuses ne peuvent donc pas être un motif d'exclusion d'hommes, de groupes ou même de peuples hors de la communauté politique. Des motifs irrationnels et des vérités supérieures, comme moyen de la politique, confèrent toujours aux prophètes et aux prédicateurs un pouvoir incontrôlable. C'est pourquoi une position anarchiste éclairée ne peut les supporter. Un élément spéculatif est contenu toutefois dans la formule provocante « La communauté des surhommes libres et égaux », qui a été choisie comme titre du dernier chapitre. C'est l'affirmation que l'effort au perfectionnement, au dépassement de ce qui est acquis, que l'apprentissage, la danse au-dessus de soi, ainsi parlait Zarathustra, des hommes supérieurs, peuvent être mis en avant pour les individus et les communautés dans la liberté et surtout dans l'égalité. C'est l'affirmation que ceux qui préconisent l'égalité ne sont pas nécessairement des esprits vindicatifs dissimulés, remplis de désirs tyranniques. Ô vous prédicateurs de l'égalité, la folle tyrannie de l'impuissance hurle en vous pour l'égalité. Vos plus intimes désirs de tyrannie se déguisent alors en paroles de vertu, hymnes des tarentules. Que ce ne sont pas le mépris ni non plus la pitié humiliante, mais le respect qui font partie des véritables grandeurs en regard des faiblesses apparentes. Finalement, ce que l'on doit appeler faible n'est pas tout à fait clair si l'on considère l'évidence que ceux qui sont considérés comme handicapés par les autres hommes font montre de grandeur d'esprit et de caractère inouï. Même s'il date de plus de 10 ans, je me suis décidé à publier ce livre dans sa forme originelle, à l'exception de quelques compléments mineurs et inévitables. De ce que ce livre puisse paraître dans l'espace francophone, je dois en remercier mon ami et collègue Lucas Sozoé, qui a rendu possible ce projet de traduction et a permis qu'il soit mené à bien. Je remercie Nicolas Antenat pour une première mise en page, Sophie Grapotte pour les corrections de la traduction. Je remercie mon collègue Jean-François Kervégan pour une relecture et correction complète, Sylvain Panis pour la traduction des nouvelles parties dans cette édition, Christophe Losfeld pour la nouvelle mise en page et Isabelle Aubert pour la relecture et rédaction finale, ainsi que les éditions L'Harmattan d'avoir accepté ce travail dans leur programme. Je remercie encore l'Université Martin Luther de Halle-Wittenberg pour le soutien financier qu'elle a apporté à la traduction. Comme pour le livre d'origine, je dédie sa version française à Dagy, Simon, David et Elena. Ouvrage consulté. Gian Pietro Berti, Il pensiero anarchico dal Settecento al Novecento, Bari Roma, 1998. Michel Foucault, La naissance de la biopolitique, Paris 2004. Thomas F. Green Voices. The Educational Formation of Conscience, Notre-Dame, 1999. Jean-Fabien Spitz, Le moment républicain en France, Paris 2005. Max Stirner, Der Einzige und sein Degentum, 1845, Trad fr. L'unique et sa propriété, Paris 2000. Une guerre d'idées contre soi-même serait la véritable paix souhaitée. Joseph Beuys. Préface à l'édition originale. On se plaît souvent à reprocher au libéralisme son manque de perspective, de but, son indifférence intellectuelle, en même temps que ses allures impérialistes.
Le but de cette introduction à la philosophie politique est de montrer comment une combinaison de la tradition libérale avec une pensée politique qui se réclame de la tradition aristotélicienne serait à même de désigner un but, aussi bien pour le développement de la communauté politique que pour les personnes qui y vivent. Le but vers lequel tendent et doivent tendre, sans jamais peut-être l'atteindre entièrement, les sociétés libérales est une communauté politique, libre de toute contrainte et acquise aux valeurs de la sollicitude, permettant à l'individu de se consacrer à la tâche du perfectionnement personnel. Il est clair aujourd'hui qu'une telle fin ne saurait être atteinte par la destruction de l'État moderne apparu lors des Lumières, mais par sa réforme, son humanisation et sa réduction progressive. C'est pourquoi on parle ici d'anarchie éclairée. Je remercie Wilhelm Vossenkuhl de m'avoir suggéré l'écriture de ce livre, pour sa lecture des premières versions et pour ses précieuses indications. L'atmosphère spirituelle et émotionnelle dans laquelle ce travail a vu le jour, je la dois à Dagy, ainsi qu'à Simon, David et Helena. Ce livre leur est dédié. Introduction. Pourquoi une anarchie éclairée ? Qu'est-ce que l'anarchie éclairée ? L'anarchiste est un rêveur. Ce serait là la version la plus amicale de l'appréciation que ceux qui se désignent comme réalistes, les praticiens et les véritables penseurs politiques, pourraient peut-être donner de l'anarchiste. Selon cette acception, l'anarchiste s'adonne au rêve peu clair d'une coexistence humaine sans contrainte, sans violence et sans souci, un rêve contradictoire et dans tous les cas incompatible avec le monde tel qu'il est. Une version moins flatteuse considère l'anarchiste comme un fanatique irresponsable qui blesse et tue, sans scrupule, pour des illusions étrangères à la réalité. Ces deux appréciations ne sont pas entièrement fausses, dans la mesure où leur correspondent certainement des types d'anarchistes ayant existé ou existant. Il serait pour autant faux de penser que la thématique de l'anarchie serait de cette manière, définitivement classée. Car il y a eu, dans un même temps, une importante série de projets de vie anarchistes différents qui ont été, du moins pour un temps, entièrement réalisés. Ce fut par exemple le cas des horlogers des rives du lac Léman qui impressionnèrent fortement Kropotkin, celui des communes anarchistes aux États-Unis à la fin du XIXe siècle, mais aussi des modèles pédagogiques dont le plus connu est A.S. Summerhill. On aime voir quelquefois dans les sociétés acéphales, c'est-à-dire dans les sociétés sans concentration de pouvoir, telles certaines sociétés d'Afrique par exemple, ou celles de la période de la chasse et de la cueillette, des exemples anarchistes de coexistence humaine. Il y a eu en outre, de multiples théories anarchistes. Leur spectre s'étend de l'individualisme radical égomaniaque de Max Stirner à la vision tout aussi radicale, de la communauté de Bakounine, des théories résolument pacifistes aux théories prônant l'engagement à la violence, comme celle de Georges Sorel. Et si l'on s'intéresse à ces dernières décennies, cela va des attaques capitalistes radicales contre l'État qu'exposent David Friedman et Robert Nozick aux conceptions centrées sur la communauté comme celle de Michael Taylor. Cette grande diversité contribue à faire de l'histoire de la théorie anarchiste et des mouvements anarchistes quelque chose de fascinant, présentant diverses facettes d'eux. Cependant, cette histoire ne fera pas l'objet de ce travail. Nous présenterons et discuterons certes quelques types de pensées anarchistes au fur et à mesure de l'argumentation, mais, à l'instar de nombreuses autres philosophies politiques, notre intérêt n'est pas historico-philologique. Il s'agit plutôt de désigner quelques-unes des positions et formes d'argumentation systématique. La façon la plus pertinente d'atteindre cet objectif sera de relier ces modèles d'argumentation respectivement à ce philosophe dont, de toute manière, elle porte déjà le nom. Le but essentiel de ce travail est de parvenir à former un concept de l'anarchie qui puisse être rattaché à la philosophie politique traditionnelle, qui lui soit compatible et comparable, mais qui, en même temps, lui ajoute une composante dynamique qui ne soit pas réductible aux autres éléments. Cette composante correspond à quelques-unes des intuitions fondamentales que l'on rencontre, lorsqu'on se livre à une analyse bienveillante des théories anarchistes des XIXe et XXe siècles, et que l'on peut utiliser pour la discussion politique contemporaine. Les idées anarchistes conservent un certain intérêt dans la double mesure où, d'une part, elles canalisent et ce, malgré toute l'admiration que l'on peut avoir pour leurs acquis, un reste de malaise vis-à-vis de la forme d'organisation étatique apparue à l'époque des Lumières, au XIXe et XXe siècle,
et où d'autre part elles indiquent ne serait-ce qu'une vague issue, en tout cas partiellement, hors de cet état mal aimé. Par ailleurs, ces idées ne se soumettent pas d'emblée aux préfigurations systématiques d'ordre ontologique, épistémologique ou d'un autre ordre, dont souffrent généralement les utopies sociales qui proviennent notamment de l'anarchisme. Point n'est besoin d'établir un jugement sur l'existence ou la non-existence d'entités abstraites, sur les cécités idéologiques de la conscience, sur le rapport de l'esprit et de la matière, ou sur la base et la superstructure, pour que ces idées présentent une certaine vraisemblance. Premièrement, ces idées affirment en un sens vague qu'il est préférable que les individus, lorsqu'ils coopèrent volontairement et de façon motivée, ne soient pas obligés de faire ce qu'ils ne souhaitent pas faire. On ne doit nullement les y contraindre. Deuxièmement, elles affirment que la coexistence humaine peut et doit engendrer la sécurité et la coopération, mais aucunement l'oppression et l'exploitation. Troisièmement, elles soutiennent que pour l'essentiel, ces deux éléments sont compatibles, et que leur réalisation n'est pas un but totalement inaccessible en ce monde, et donc il ne s'agit pas d'une utopie complètement erronée. Ces idées peuvent paraître triviales, mais elles formulent un but qui doit servir de fondement au développement de la politique. Il existe, certes, des corrélations entre ces intuitions et la différence qu'établit Ottfried Joff entre l'anarchiste radical, qui refuse toute forme de régulation de l'individu, l'anarchiste rigoureux qui accepte d'autres formes de régulation sociale mais refuse la contrainte étatique, et l'anarchiste modéré qui veut maintenir cette contrainte dans les limites les plus strictes possibles. 3. Toutefois, nous ne prendrons pas ici en considération la construction des étapes correspondant à cette division. Il se peut bien qu'un anarchiste individualiste radical, au sens où l'entend Joff, s'accommode davantage d'un système étatique de contraintes que d'un enchevêtrement totalitaire dans des réseaux sociaux traditionnels et moraux dont l'objectif serait pourtant, prima facie, la sollicitude. Comment mettre en rapport ces idées anarchistes avec la tradition de la philosophie politique ? En essayant d'introduire la pensée anarchiste dans la philosophie politique classique et d'en faire une partie de cette dernière, le présent travail se distingue, et ce, en dépit d'une proximité partielle avec ses conceptions politiques, de ce que l'on entend depuis quelques années dans l'espace anglo-saxon par anarchisme philosophique, philosophical anarchism. Ce dernier affirme l'illégitimité générale de toute domination étatique, ou de la domination présente de l'État sans toutefois entreprendre de démarches en vue de détruire l'État. 4. Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous trouvons chez Kant un concept d'anarchie important pour la philosophie politique. Vers la fin de son anthropologie d'un point de vue pragmatique, il thématise le rapport entre la liberté et la loi comme deux pivots autour desquels tourne la législation civile. Mais afin que cette dernière soit agissante et non point creuse exhortation, un terme intermédiaire doit s'ajouter, l'autorité. AK 7335. Kant aperçoit 4 manières de combiner ces 3 éléments: la loi et la liberté sans autorité, l'anarchie; la loi et l'autorité sans la liberté, le despotisme; l'autorité sans liberté ni loi, la barbarie; l'autorité avec la liberté et la loi, la république. Il est intéressant de remarquer ici qu'outre ces 4 possibilités, on peut ajouter selon les règles de l'analyse combinatoire, mais omises par Kant, 2 autres possibilités que l'on pourrait sans doute mettre en rapport avec le concept d'anarchie. Les opposants de l'anarchie les représenteraient volontiers dans la combinaison de l'autorité avec la liberté sans la loi, ou même sous celle de la simple autorité sans la loi et sans la liberté. Par conséquent, sous la conception hobbesienne de l'état de nature que Kant appelle barbarie. En revanche, les défenseurs de l'anarchie, tels Max Stirner, la caractériseraient comme liberté sans loi et sans autorité. Kant offre ainsi, dans la philosophie politique moderne, l'une des premières caractérisations positives de l'anarchie entendue comme coexistence humaine ordonnée et en même temps libre. Cet aspect systématique, qui apparaît à travers sa caractérisation, est une partie essentielle de ce qui revient à une théorie politique intéressée à la pensée anarchique d'examiner. Premièrement, il convient de se demander dans quelle mesure une coexistence anarchique d'êtres humains peut dépendre de lois. Assurer la planification essentielle à la vie humaine requiert de garantir que les autres personnes se comporteront d'une certaine manière de façon prévisible. C'est là la tâche assumée par les lois et les autres formes de régulation sociale, telles que les convictions morales,
qui forment quasiment le pendant social de l'induction sur laquelle, selon Husserl, repose toute vie. Ainsi, de même que nous pouvons supposer, d'après le principe d'induction, que les processus naturels, le changement de jour ou de saison par exemple, vont se répéter de façon prévisible, de même nous pouvons nous fier au comportement des autres dès lors qu'ils s'en tiennent aux principes moraux, aux lois ou à d'autres formes de régulation sociale. Depuis les Lumières écossaises, au moins, on se réfère volontiers à cette fonction de régulation sociale. La question, au demeurant plus importante que celle qui consiste à savoir si l'on peut totalement renoncer à ces régulations, revient à s'interroger sur leur émergence, à comprendre si ces lois sont les ordres d'un supérieur ou s'il s'agit d'accords volontaires. Deuxièmement, Kant spécifie le problème de toute théorie anarchique, c'est-à-dire la façon dont la loi sans autorité et sans contrainte peut être efficace. Il est tout aussi inacceptable de supposer que ce problème sera résolu après la Révolution, par la dictature du prolétariat, dans une phase intermédiaire quelconque ou même sans aucun niveau intermédiaire, que d'admettre purement et simplement la violence non contrôlée. Définir l'anarchie seulement comme l'absence de concentration du pouvoir, M. Taylor, 1987, page 7, nous paraît très limité, parce qu'une pression décentralisée, diffuse, peut représenter une charge pour l'individu. Une théorie anarchiste doit par conséquent se concentrer tout d'abord sur le problème de la contrainte, sur la question de sa nécessité, de sa justification et de sa limitation, et donc sur l'un des thèmes centraux de la philosophie politique des Lumières. C'est en vertu de cette référence à la tradition des Lumières, et aussi parce que nous savons qu'une résolution simple de cette difficulté n'est pas envisageable pour l'instant, que nous avons choisi de parler d'anarchie éclairée. On peut la caractériser par l'effort fait pour s'en tenir à l'intuition anarchiste originelle, et par la recherche rationnelle d'institutions allant dans cette direction, malgré la prise en compte des problèmes théoriques et pratiques de sa réalisation. Afin de mieux décrire ces démarches, et aussi paradoxal que cela puisse paraître, il faut d'abord replacer la contrainte au cœur de notre examen et nous interroger sur sa nécessité et les raisons qui la rendent indispensable, étudier par qui et comment elle doit s'exercer, quelles sont ses limites et comment on peut progressivement la faire reculer. Telle est l'esquisse de la démarche argumentative de ce travail que nous voulons à présent développer. Anarchisme et philosophie politique. Thomas d'Aquin explique dans sa Somme théologique que la loi est un critère pour les actions humaines résultant de la raison. Yaliae, Q 90, Art. 1, 4, 6, et qui sert le bien commun ainsi que le bien de l'individu appartenant à la communauté bien ordonnée. Le législateur est soit la multitude, soit une personne publique qui s'occupe du bien de la multitude. Q 90, Art. 3 Co. Afin d'accomplir cette tâche, la loi doit être promulguée. C'est pourquoi Thomas d'Aquin définit la loi comme un ordre de la raison pour le bien commun promulgué par celui qui a la charge de la communauté. Caedam rationis ordinatio ad bonum commune. Abeo qui curam communitatis abet promulgata Q 90 Art. 4 Co. Ce qui frappe dans cette définition, selon des critères actuels, c'est le fait que la menace de sanction, la contrainte et l'autorité jouent toutes deux un rôle secondaire qui n'est pas systématiquement fondé. La peine intervient plus tard et est rangée parmi les effets de la loi, Q 92, Art. 2 Coad. 4. La contrainte est justifiée par le fait que les jeunes gens ne peuvent pas être écartés des plaisirs indécents et conduits sur le chemin de la vertu seulement par des admonitions, 95 Art. 1 Co. À titre de comparaison, dans la doctrine kantienne du droit, le droit au sens strict est identifié à l'autorisation de contrainte, introduction, AKVI 232. Dans l'évolution de la science juridique européenne, du XIXe au XXe siècle, différentes variantes, dont la forme la plus provocante se trouve chez John Austin, du positivisme étatique ont dominé. D'après lui, la loi n'est rien d'autre qu'un commandement du souverain assorti de sanctions 7. Cela étant dit, que l'on soit critique vis-à-vis du Moyen-Âge ou positif au point de l'enjoliver romantiquement, personne ne pensera qu'il s'agissait d'une époque où aucune autorité n'était exercée sur les êtres humains. Si cette contrainte n'apparaît pas dans la définition de Thomas d'Aquin, c'est probablement parce que la punition des malfaiteurs d'après la loi se retrouve sous la rubrique du souci de la communauté. Curam communitatis haber. L'influence d'Aristote,
dont la théorie politique a également été critiquée 8, joue certainement un certain rôle. Si elle ne traite pas directement de l'élément de la contrainte, elle le présuppose assurément de manière implicite. De fait, d'Aristote jusqu'au début de l'époque moderne, en passant par Thomas, la contrainte représente davantage une évidence, une normalité qu'un problème théorique. Seule la contrainte du tyran faisait l'objet de réflexion. L'un des apports essentiels de la philosophie politique moderne, depuis Thomas Hobbes, est d'avoir thématisé la contrainte, qu'elle soit tyrannique ou non, comme une partie constitutive de chaque organisation politique. Il est possible que dans des théories telles que celle d'Austin, comme Semplin-Hart, on fasse de l'expédient du droit sa définition. Cela étant dit, il devenait urgent de justifier la contrainte, de désigner les problèmes qui lui sont liés, d'en préciser les limites et de la rendre commensurable au droit. Ainsi, d'une part, l'extrapolation a permis de mettre complètement en évidence l'exigence d'affranchissement de toute autorité. D'autre part, les conditions impossibles à remplir, auxquelles un tel affranchissement était soumis, sont apparues clairement, et l'on pouvait au moins rechercher les moyens de se rapprocher au maximum de ce but sans pour autant pouvoir l'atteindre. La première partie du présent travail est consacrée à ce sujet central de la philosophie politique moderne. Nous en présenterons les différentes justifications, et en examinerons la cohérence. L'anthropologie y joue naturellement un rôle fondamental. Partant de la vision typiquement moderne de la guerre de tous contre tous en vertu de la nature problématique de l'être humain, on se demandera si la description de cette nature est exacte et auquel cas, si l'on peut changer cette nature dans un délai prévisible. Enfin, on s'interrogera sur la pertinence des résultats anthropologiques pour prouver la nécessité de la contrainte étatique. Dans ce contexte, il convient d'analyser l'instrument moderne privilégié de la justification, mais également les limites de la contrainte, c'est-à-dire le modèle contractuel. En outre, face à la présupposition qui refait constamment surface d'un devoir moral de l'homme d'obéir à l'État, il importera ensuite de se demander s'il serait possible de supprimer la morale, dans la mesure où elle pourrait être considérée comme un autre instrument d'oppression de l'homme, ch. La forme de justification moderne de la contrainte se fonde, en substance, et ce conformément à l'usage que fait Thomas Hobbes de la méthode des sciences de la nature, sur l'hypothèse abstraite de la décomposition de l'état en ses atomes, les individus. Ces derniers sont étudiés d'après leurs qualités pertinentes pour la théorie politique, qualités à partir desquelles la communauté est de nouveau composée. Contre cette méthode s'est dressée une forme de résistance, parce qu'on estimait inacceptable de considérer des hommes comme des êtres vivants isolés. Dans la deuxième partie de ce livre, j'insisterai sur le fait que l'homme est toujours socialisé, qu'il est un être social par nature qui doit essentiellement son identité unique au contexte social dont il est respectivement originaire. Pour parler de l'autodétermination, donc de la base de la morale individualiste et de la théorie politique, il faut partir du moi qui ne peut se développer que dans des situations concrètes. De surcroît, l'homme, en raison de sa faiblesse, dépend de la solidarité et du sens de la communauté, deux vertus difficilement compréhensibles dans la perspective d'une moralité orientée vers l'autonomie individualiste. Du point de vue de la morale minimale des Lumières, de telles performances sont à première vue surérogatoires. Elles sont certes louables, mais vont bien au-delà de ce que l'on peut équitablement exiger. Cela pourrait s'avérer insuffisant pour l'existence d'une communauté politique. De plus, les critères de rationalité au moyen desquels on examinait les formations politiques, à l'époque des Lumières par exemple, ne sont pas entièrement au-dessus du changement temporel, mais plutôt soumis à la contingence. D'un autre côté, il y a dans ce donné une limite de nos possibilités épistémologiques, ce qui pourrait être perçu comme une forme de contrainte. Cette problématique épistémologique ne sera discutée que brièvement ici, dans la mesure où, dans la perspective d'une rationalité ouverte, les prétentions à l'éternité et à la détermination culturelle de la connaissance sont de toutes les façons soumises à des limitations. À d'autres égards, l'argumentation met en évidence que la nature sociale de l'homme ne constitue pas une solution, mais signifie plutôt le renforcement de la problématique politique de la contrainte, notamment parce qu'il peut devenir nécessaire de contraindre certaines personnes à la solidarité. De plus,
La vie dans une communauté humaine comporte déjà certaines restrictions qui sont perçues par beaucoup d'individus comme des contraintes. L'anarchie éclairée doit cantonner non seulement l'autorité de l'État, mais également d'autres formes de la pression sociale dans des limites supportables pour l'individu, ch. 2. Bien que la contrainte semble prima facie inévitable, on doit s'efforcer de la limiter à partir de la prémisse commune qu'il s'agit d'un mal. Cette limitation s'effectue d'abord en limitant le cercle des personnes que le droit reconnaît contraindre, les raisons pour lesquelles on s'arroge le droit de contraindre ces personnes ainsi que les moyens qu'on leur accorde. On aboutit ainsi à l'ensemble des thèmes traités traditionnellement sous les titres de souveraineté, légitimité, taxation et peine. Il appert que, par la souveraineté du peuple, il faut d'abord entendre l'exclusion des procédures traditionnelles d'autorisation grâce auxquelles on a coutume de justifier l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Il convient de rattacher cette acception de la souveraineté du peuple aux procédures de légitimation qui sont aujourd'hui acceptables et qui vont être présentées ici dans un ordre hiérarchique. Puisque le consentement des intéressés joue un rôle particulier et doit être déterminé par la décision majoritaire, il faut prêter une attention particulière à la justification et aux limites de cette décision. De plus, il importe d'analyser ce qu'il convient de faire lorsque l'autorité étatique exerce la contrainte de manière illégitime. Développer une théorie exhaustive de l'imposition dépasse le cadre du présent travail, ce pourquoi on ne retrouvera ici que quelques distinctions principielles. La peine en tant que seconde méthode de la contrainte juridique peut se justifier et se mesurer d'après différents principes. Nous défendrons une forme spécifique de relation entre prévention et rétribution, et nous plaiderons pour la plus grande restriction possible de la peine que permet la protection de l'intégrité des autres, ch. 3. Tandis que les deuxième et troisième parties de ce travail mettent au centre la communauté, son rôle théorique et pratique fondamental pour l'individu, sa forme d'organisation, la légitimation et la méthode de la contrainte étatique, la quatrième partie reprend la perspective de l'individu telle qu'elle a été développée dans la première partie et examine les droits qu'il faut accorder à celui-ci pour qu'on puisse parler d'autorité légitime. À ce titre, les droits à la liberté et à l'égalité jouent un rôle important. Il apparaîtra que dans la mesure où elles sont pertinentes pour la philosophie politique, la liberté et l'égalité ne s'excluent absolument pas, mais dépendent au contraire l'une de l'autre. À la question de savoir s'il existe un droit naturel à la propriété, nous pouvons répondre que la propriété, au sens strict, est liée à la convention humaine, mais qu'il est cependant dans l'intérêt de la communauté de garantir la propriété individuelle. À ce stade, nous aurons affaire dans le présent travail à une introduction à la philosophie politique traditionnelle qui s'assigne la tâche, également importante, de se concentrer plus précisément sur le phénomène de la contrainte et sur la limitation de la contrainte. Il en ressortira que la philosophie politique de l'époque moderne, qui s'est consacrée à ce phénomène, a réussi à sortir cette problématique de l'obscurité provoquée par l'évidence et la normalité dans laquelle elle était maintenue. Pourtant, aucune philosophie politique, a fortiori aucune qui défende un anarchisme éclairé, même en s'appuyant sur la théorie et la praxis de ces derniers siècles, ne peut s'occuper seulement de ce qui doit être repoussé ou limité. On a également besoin d'une description, qui soit la plus indépendante possible, des buts qu'une organisation politique doit poursuivre et des étapes qui pourraient y conduire. C'est de ce thème que traite, d'une manière très provisoire, la dernière partie de ce livre. Le souhait d'une coopération, satisfaisante et réjouissante pour toutes les parties, entre les individus et la communauté, et résultant des intuitions anarchistes fondamentales que nous venons de mentionner et de la forme démocratique de la communauté aristotélicienne de ceux qui sont libres et égaux, y est présupposé. Cela n'équivaut pas à l'annonce d'un âge d'or, ni d'un pays de cocagne ou de quelque chose d'analogue. Cela signifie seulement que les êtres humains, en confrontant les défis posés par la nature, et en additionnant de manière considérable les problèmes engendrés par les hommes, doivent procéder de la manière la plus coopérative possible, sans contrainte ni pression. Une théorie ne peut programmer comment cela se réalisera, dans le détail. Ce serait une autolimitation. Nous pouvons seulement créer les conditions cadres d'une telle forme de communauté. Dans le chapitre 5,
nous présentons un véritable plaidoyer pour que la contrainte étatique soit remplacée autant que possible par une pression sociale et morale qui, ouverte à la révision grâce à une activité culturelle intense, paraissent toutefois moins rigides et donc davantage attrayantes à observer, comme c'est le cas par exemple pour les coutumes vécues. Créer ces conditions cadres requiert une plus grande flexibilité et une disponibilité à jouer avec ce qui ou à remettre en question ce qui jusqu'à présent était toujours évident. Cela requiert une disponibilité à dépasser ce qui est acquis et à ne pas sombrer dans une pesanteur commode et aimable. 1. La contrainte de l'individu, un phénomène fondamental du politique à l'époque moderne. Une étudiante gare sa voiture dans une zone interdite au stationnement et va rapidement acheter le journal. De retour, elle retrouve sur le pare-brise une contravention. Elle est alors scandalisée, estimant que sa voiture était stationnée pour un laps de temps très court dans un endroit où elle n'entravait pas la circulation, mais elle paie cependant la contravention afin d'éviter d'aggraver sa situation. Une architecte conduit son nouveau cabriolet à une vitesse très élevée. La voiture est repérée par un radar, et on lui enlève le permis de conduire pour une durée d'1 mois. Bien qu'elle estime cela ennuyeux, elle se déplace à bicyclette, utilise les transports publics ou se fait conduire par des amis. Une femme entrepreneur trouve que le montant élevé de la taxe qu'elle paye correspond à un vol des travailleurs par les fainéants qui ne font rien. Elle n'évite pas de la payer cependant dans la mesure où elle la considère comme appropriée. Une ouvrière considère que la diminution légale de salaire en cas de maladie est un élément d'oppression du capitalisme monopolistique exercé par un huissier de l'État. Cependant, elle retourne au travail malgré sa grippe. Une manifestante antinucléaire voit sa santé menacée par le transport des déchets nucléaires. Elle proteste et participe à une manifestation contre ce transport. Cependant, elle se sent obligée d'éviter d'utiliser des moyens violents bien qu'elle en ait envie. Une artiste trouve énervant de ne pas obtenir la ration de champagne qu'elle aurait souhaité. Elle le laisse cependant sur les étagères à cause des caméras de surveillance placées dans le magasin. Une enseignante se sent depuis longtemps brimée et humiliée par sa belle-mère. Elle renonce cependant à l'agression physique contre la vieille dame, parce que ce genre de choses ne se fait pas, et que l'on est puni lorsqu'on le fait. Dans tous ces cas, une personne se sent contrainte par une instance ou par la communauté à un comportement déterminé dont elle n'a pas envie, ou est conduite à agir à chaque fois par crainte des menaces ou des désagréments. Qui plus est, la contrainte est exercée par des instances qui prétendent en avoir légitimement le droit. Naturellement, cette contrainte est perçue comme étant juste par ces personnes ainsi que par une partie significative de leurs semblables. L'individu vit d'abord la sphère de l'espace politique, comme un espace dans lequel des personnes qu'il ne connaît généralement pas, le contraignent à un certain nombre de comportements, ce qui normalement est également considéré comme juste. La contrainte est quelque chose de désagréable, que tous perçoivent comme un mal. Néanmoins, on affirme en même temps que dans ce type de cas, elle est justifiée. Cette contrainte est dite légale ou juste, afin de la distinguer des formes de violence et d'autorité quelconques exercées par des êtres humains, parce qu'elle est nécessaire selon l'intention pour le maintien de l'ordre public. Est-elle nécessaire de la même manière que la visite du dentiste constitue un mal nécessaire ? S'agit-il de quelque chose de bien dans la mesure où des êtres humains sont ainsi motivés à bien se comporter, en vue d'éviter de porter préjudice aux autres ? Comment doit alors procéder cette étrange construction d'un mal qui n'est pas seulement nécessaire, mais s'avère au contraire un bien ? Ces différentes questions méritent d'être développées, expliquées et justifiées. Les exemples mentionnés eu égard aux infractions, à l'atteinte à la propriété, à la fraude fiscale ainsi qu'au crime capital ont été conçus de sorte que les cas qui sont contraires à l'ordre apparaissent en général plutôt insignifiants tandis que les autres, comme la fraude fiscale ou l'atteinte à la propriété, sont perçus différemment en regard de leur gravité dans différents groupes de la société. Enfin, le crime capital est condamné de manière beaucoup plus unanime. Les intuitions anarchistes peuvent confirmer l'hypothèse que la première partie des régulations, ainsi qu'une partie de celle du second groupe, qui entravent de tels délits, sont inutiles. D'un côté parce que les délits n'entraînent pas de dommages notoires, de l'autre parce que dans des conditions sociales justes les hommes ne se conduiraient pas ainsi. C'est contre cette affirmation qu'est explicitement ou implicitement
consacrer l'argumentation d'une partie importante de la philosophie politique, en particulier la philosophie politique de l'époque moderne qui sera présentée dans cette première partie sous ses différentes facettes. Dans la présente partie, comme dans l'ensemble du travail, il s'agira de prendre en compte l'intuition de la philosophie des Lumières selon laquelle la contrainte étatique est inévitable dans les conditions où nous vivons. D'un autre côté, il importera de ne pas perdre de vue le réflexe prima facie légitime de l'homme à refuser toute contrainte. Dans la mesure où il est loin d'être évident que la contrainte étatique soit justifiée dans tous les cas mentionnés, il convient d'abord de présenter et d'examiner les différentes formes de justification. L'analyse du modèle de la justification de la nécessité de la contrainte nous conduit à deux ensembles de thématiques. La première question est de savoir dans quelle mesure cette exigence n'est due qu'à des faits contingents, et probablement à des changements que nous avons produits. Est-elle conceptuellement nécessaire, et dans tous les cas immuable ? Derrière cette manière abstraite de s'exprimer se profile la question de savoir si l'exigence de contrainte appartient au concept du droit, et au concept de l'État et du politique, en raison de la nature humaine, ou bien pour d'autres raisons. Dans la mesure où il est question du droit qui règle la coexistence des hommes, droit qui doit avoir force d'obligation pour des hommes et non pour des anges et des animaux, on supposera aisément que les caractéristiques humaines, que l'on subsume souvent sous le concept de nature humaine, auront également un rôle à jouer dans une théorie politique. Le problème qui se pose d'emblée est de savoir si cette nature est soumise à des changements ou si elle est biologiquement déterminée. Sont immédiatement rattachées à ce problème la question de la fonction que peuvent avoir des données empiriques, pour une anthropologie politique, et celle de la manière avec laquelle peuvent être obtenues les connaissances anthropologiques les plus importantes pour une théorie politique. Les réflexions qui suivent débutent par conséquent, avec la construction de l'état de nature, cet état de guerre de tous contre tous qui nous fait remonter à Hobbes, en découlant de son anthropologie et auquel il faut mettre fin dans l'intérêt de tous à travers le monopole de la violence. Hobbes créait ainsi le fondement de l'état libéral, même si l'intention déclarée était de fonder une monarchie absolutiste. Nous aimerions encore une fois souligner que les personnages historiques que nous mentionnons ici, sont uniquement censés indiquer les positions que nous esquissons, et auxquelles ils sont traditionnellement liés. Il ne s'agit en aucun cas, pour nous, d'effectuer une analyse philologique ou exégétique des textes. Les reproches connus formulés par Locke et surtout par Rousseau, conduisent à la question de savoir si les hommes sont par nature bons et sociables, ou bien s'ils sont mauvais et violents. Les discussions en partie virulentes, sur la forme de recherche anthropologique empirique dont aurait besoin une philosophie politique amène à poser la question suivante. Quel genre de théorie politique est-on en mesure de produire avec des résultats fiables et démontrables, et comment peut-on y parvenir ? Sans pouvoir proposer ici une discussion détaillée des différents modèles, j'avancerai que les fondements anthropologiques d'une théorie politique applicable à l'homme contemporain doivent pour la plupart provenir d'observations quotidiennes. En ce qui concerne les caractéristiques pertinentes et problématiques d'une théorie politique, comme la disposition à la violence et la recherche d'avantages, l'ethnologie et d'autres sortes de recherches soutiennent unanimement que les formes et les interprétations des actions en question sont soumises à des variations drastiques, mais que par rapport à la présence de ces éléments, les communautés humaines présentent une grande ressemblance. C'est pourquoi des théories comme celle de Kant, de Fichte et même de Hart apparaissent de plus en plus plausibles dans la mesure où elles tentent de limiter les prémices anthropologiques à des indices très élémentaires, et ne font pas l'objet de controverses. Kant considère nécessaire la contrainte publique de la loi, les hommes pouvant être aussi bien disposés et amoureux du droit qu'on puisse imaginer. DD 44, AKVI 312, trad. Renaud, page 126. Parce que sans cela chacun interpréterait son droit à son gré, ce qui en regard de la distribution de la possession aurait des conséquences fatales. Selon une interprétation plausible, Kant ne semble pas supposer que l'état de nature appartienne à un passé factuel ou hypothétique. Au contraire, cette situation dans laquelle il n'y a qu'une propriété provisoire est précisément la nôtre, et l'on nous demande d'en sortir. Le second ensemble de thèmes résulte de la question de savoir si les motifs de l'individu qui obéit au droit et sort de l'état de nature découlent plutôt de la prudence, ou de l'intérêt personnel bien compris,
ou bien s'il y a un devoir soit de nature morale, soit émanant du droit naturel, soit d'ordre juridico-moral. Cette question nous conduit à apprécier, de manière critique, les possibilités et les limites des procédures de fondation de l'État par le contrat social, lesquelles sont cependant précédées de considérations sur le rôle politique des principes moraux. Si l'on accepte un devoir moral avant d'entrer dans l'État, on peut se demander si la morale n'est pas elle-même un instrument idéologique de la contrainte. C'est pourquoi un autre paragraphe tente de montrer que l'existence des exigences morales dans une société ne peut probablement pas être éliminée, mais que l'on a cependant le choix entre différentes conceptions. 1. La conception de l'homme comme justification de la contrainte. 1.1. Une première esquisse de fondement. Thomas Hobbes, 1588 à 1679, applique la méthode résolutive et compositive des sciences naturelles au domaine de la science politique. L'objet à examiner est réduit à ses composantes, lesquelles sont étudiées selon les propriétés pertinentes à l'objectif de la recherche. Certes, un état ne peut se réduire à ses composantes, comme l'exigerait la méthode, mais on peut penser à ses différentes parties. Les sciences naturelles procèdent précisément par tâtonnement, en formulant des typifications et en posant hypothétiquement certaines entités. Comment les parties indivisibles, les particules élémentaires sont-elles alors constituées lors de la décomposition de l'état? Comment sont représentés les hommes? Puisqu'ils sont, de par leur entendement et leur langage, capables de thématiser le futur, ils se trouvent dans la crainte constante d'avoir trop peu demain, après-demain ou un jour. Ils sont donc pires que tous les animaux, toujours prêts à s'approprier le bien d'autrui par la violence si personne ne les en empêche. La comparaison de l'homme avec le loup, souvent considérée comme une caractéristique de la théorie de Hobbes, minimise en réalité cette perspective, parce que les hommes ne sont pas dangereux en raison de propriétés animales, mais précisément en raison de propriétés spécifiquement humaines. Alors qu'une bête féroce s'endort le plus souvent lorsqu'elle est satisfaite, l'homme part tout de suite à la chasse du prochain butin. Même celui qui se contenterait du sien, n'a pas d'autre choix que de participer au combat en vue de prévenir la menace, de Sive, I. Hobbes ne nie pas que les hommes vivent en groupe, mais qu'ils puissent coexister sans contrainte, de Sive, I. 2. Kant appelle cette situation l'insociable sociabilité, AK 8.20 SQUARE. Les hommes sont en quelque sorte égaux pour les facultés physiques et celles de l'esprit. Personne n'est si fort qu'il ne puisse être tué par un autre, ne serait-ce que dans son sommeil, et personne n'est si faible qu'il ne puisse tuer le plus fort, soit par la ruse, soit avec le concours d'autres personnes. Ceci ne signifie pas que de facto tout le monde ait les mêmes chances de tuer quelqu'un d'autre. À cela, il y a des raisons de toutes sortes, à commencer par la distance spatiale. Cependant, presque tout le monde est en mesure de porter préjudice à autrui d'une certaine manière. Tout le monde est vulnérable, c'est pourquoi même le privilégié a besoin d'un garde du corps sur lequel il puisse compter. L'égalité est plus grande dans le domaine des dons de l'esprit, à l'exception des sciences. Car chacun se considère lui-même, considère ses proches et quelques élus comme plus sages que les autres. Chacun est satisfait de sa sagesse comme chacun peut facilement le constater dans son environnement. Léviathan ch 13. Bien que cela soit dit avec une certaine ironie, il faut prendre en considération la capacité prima facie qu'il faut supposer à chaque être humain à prendre en charge ses plans de vie. À cet égard d'ailleurs, chacun se prend la plupart du temps pour le plus compétent. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'égalité naturelle ne conduit donc nullement au calme et à la tranquillité. Il arrive plutôt que les hommes en viennent à s'affronter pour des questions de distribution, parce qu'ils s'attendent généralement à avoir les mêmes chances de posséder les biens qu'ils désirent, mais qu'ils ne peuvent les obtenir de façon égale en raison de la rareté relative des ressources, de Sive, I4. De plus, les hommes par vanité, par ambition, par instinct, ou parce qu'ils veulent être supérieurs aux autres, entrent en conflit. On a interprété cette situation comme celle de l'homme de la société capitaliste, fondée sur la compétition. Cependant, une telle concurrence pour l'honneur existait également dans les différentes traditions de la noblesse. L'anthropologie pessimiste de Thomas Hobbes peut bien être mise sur le compte des guerres civiles confessionnelles et corporatives dans l'Europe entière où il vivait. Toutefois, la fonction systématique de cette anthropologie dépasse en importance les raisons biographiques.
La pensée de l'état de nature hypothétique résultant de la disparition des structures politiques est la guerre de tous contre tous, bellum omnium contra omnes. Cet état n'implique pas des batailles et des combats continus, mais une insécurité persistante avec la possibilité d'une mort violente. Cette dernière est la pire des choses qui puissent arriver à quelqu'un, car à la douleur de la fin de sa propre vie, s'ajoute l'humiliation de devoir endurer cela de la part d'une autre personne qui dans le meilleur des cas est son égale. Cela étant dit, cette personne n'est mon égale que dans le sens où chacun peut tuer chacun, car dans la mesure où je me crois plus sage que les autres, elle me demeure inférieure. Hobbes s'exprime parfois comme si l'état de nature était une réalité historique. Il n'est cependant que le résultat hypothétique d'une dissolution de l'état en ce moment précis. Pour échapper à cet état menaçant, les hommes se soumettent à un souverain moyennant un contrat d'assujettissement, Léviathan ch 17, de Cive I13 I15 qui dans le langage actuel détient le monopole de la violence. Même dans cette situation hypothétique, la formation de petits groupes serait non seulement plus proche des développements historiques, mais également plus vraisemblable que la fondation d'un grand État. Néanmoins, ces petites communautés seraient soit en guerre soit instables, ou bien l'une d'entre elles serait si grande qu'elle correspondrait à un État en raison même de son effectivité. Un argument de Thomas Hobbes demeurerait néanmoins intangible. Comme la propension de l'homme à la violence doit être imputée à l'entendement humain, l'assujettissement au pouvoir du souverain correspond à une décision raisonnable. Néanmoins, la peur de la mort violente joue naturellement un rôle décisif dans cette décision rationnelle. Il importe ici qu'en comparaison à l'effroi, les émotions comme la crainte, que ce soit celle d'une fin future ou celle de la mort violente, soient liées à l'entendement humain et ne résultent pas par excellence d'un instinct animal d'agression. La construction juridique qui correspond à cette pensée est la suivante. Le droit de l'État résulte en définitive du droit subjectif à la préservation de soi qui revient à tout homme comme tel. Comme tous les hommes sont égaux et également menacés, ils ont un droit naturel, un jus naturalé à toute chose, y compris à tous les moyens nécessaires pour y parvenir, de Cive I9 SQUARE. Puisque se préoccuper de sa conservation ne s'oppose pas à la raison juste, recta ratio, l'individu en a le droit, de Cive I7. Du moins Hobbes propose une construction dans laquelle il y a un droit indispensable à tous les hommes. Certes, l'individu ne profite absolument pas de ce droit indispensable dans l'état de nature où tous ont le même droit, de Cive I11, et dans l'état civil où il ne peut le revendiquer de façon efficace, ce droit ne lui sert pas à grand-chose. Ceci étant dit, il ne peut y avoir de contrat valide par lequel l'individu renonce au droit à la vie. Puisque la conservation de soi est le fondement du droit, un tel contrat serait tout simplement absurde. Face à la menace de l'état de nature, les lois naturelles, lege naturale, les commandements de la droite raison relativement à ce qu'il faut faire et éviter pour la conservation de la vie et des membres, apprennent aux hommes comment ils peuvent échapper à cette situation de Cive 2.1 SQUARE. Léviathan ch 14 et 15. La première de ces lois stipule que l'on doit chercher la paix aussi longtemps que cela est possible. Quand cela ne l'est pas, on doit... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.